Donc, d'abord, la clause la plus importante, c'est qu'il serait, puis là, je suis vraiment rendu là, en bas de ma nouvelle, il serait interdit de transformer les prestations passées d'un régime à prestations déterminées en régime à prestations cibles. Alors ça, c'est le plus gros morceau parce que, évidemment, c'est toujours une crainte. À partir du moment où un véhicule comme ça est permis, est-ce qu'on peut revenir sur les promesses passées qui ont été faites pour les transformer en prestations cibles? La réponse est non. Le service passé d'un PD, on ne peut pas le toucher. Par contre, pour le service futur, des années qui ne sont pas encore faites, qui restent à faire jusqu'à la retraite, là, on pourrait mettre en place un régime à prestations cibles. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que ça ne peut pas être un volet d'une disposition à prestation déterminée, d'un régime à prestation déterminée existant. Donc, si tu as un régime à prestation déterminée, tu aurais un volet, par exemple, pour le service passé, qui serait une prestation déterminée pure où l'employeur est à risque, il y a une dette de l'employeur, puis il y a un autre volet dans le même régime qui serait un régime à prestation cible. Ça, ce n'est pas permis. Si tu veux faire un régime à prestation cible pour le service futur, tu as le droit, mais il faut que tu partes à un autre régime de retraite distinct. Tu ne peux pas faire ça dans le même régime qu'un régime à prestation déterminée. Puis la raison est assez simple. Tous ceux qui ont expérimenté dans le municipal 2 volets vont savoir de quoi je parle. Quand tu as un régime de retraite où tu as 2 volets complètement différents en matière de risque de financement, c'est absolument le bordel, la gouvernance dans les comités de retraite. Donc, si tu veux partir d'un régime cible, c'est une chose, mais tu vas partir à un autre régime. Tu ne peux pas faire ça à l'intérieur d'un régime à prestation déterminée. Donc, ça, c'est un élément important. Maintenant, dans ces régimes-là, évidemment, les participants sont à risque. Donc, il y avait un souci du législateur de prévoir des régimes équitables, on va le dire comme ça, entre les participants du régime. Donc, un des premiers points, c'est qu'on ne peut pas avoir une rente basée sur les meilleurs salaires, par exemple la moyenne salariale des 5 meilleures années ou des 3 meilleures années. On ne peut pas faire ça. Puis l'idée en arrière de ça, ce n'est pas compliqué, c'est que dans ces régimes-là, il y a beaucoup d'inéquité, entre autres pour les travailleurs qui ont des promotions en fin de carrière, qui montent d'un seul coup leur rente de retraite parce que leurs 5 meilleures années sont soudainement super bonnes, puis ça affecte toute la carrière. Donc, ils ne voulaient pas faire ça par respect de l'équité. Donc, c'est interdit de faire ça dans les régimes cibles. On ne peut pas prévoir l'indexation automatique des rentes pendant la retraite. Vous allez voir, c'est possible de la prévoir avant la retraite, mais impossible pendant la retraite parce que, bon, vous savez, l'indexation, surtout depuis le rapport d'amour, là, c'est comme un péché. Là. Alors, c'était clair qu'ils ne voulaient pas mettre ce genre de risque-là automatiquement sur le régime. On ne peut pas avoir des avantages de retraite anticipée qui dépendent du nombre d'années de service du participant. Bon, ça, j'ai en tête les règles de points. Vous savez, exemple, une règle 85. Quand ton âge plus ton service fait 85 points, tu peux partir sans réduction. Puis là, on avantage toujours les gens qui ont beaucoup de services dans l'entreprise. Ce genre de mentalité-là qui était plus populaire à l'époque de la création des PD, là, aujourd'hui, ça pue vraiment la cote. Donc, c'est strictement interdit d'avoir un régime comme ça, par souci d'équité, je pense, entre les participants qui ont peu de services et ceux qui en ont beaucoup. Impossible de prévoir des prestations conditionnelles à la terminaison du régime. Impossible de prévoir des ententes cadres. Ça veut dire que tu ne peux pas amener de l'argent de d'autres régimes dans ce régime-là. On comprend pourquoi, parce que soudainement, les participants seraient à risque pour de l'argent qui vient de d'autres régimes. On doit accorder aux participants qui cessent leur participation active avant la retraite tous les avantages de la retraite anticipée et de l'indexation avant la retraite dont les participants actifs bénéficient le cas échéant. Ça, c'est très gros. Dans les régimes à prestations déterminées traditionnels, on dit toujours hors de l'Église, point de salut. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as moins de 55 ans, tes droits sont très différents qu'à compter des âges pensionnables, donc à compter de 55 ans. L'exemple typique, c'est que quand tu traverses 55 ans, tu as soudainement droit à une retraite anticipée avantageuse, tu as peut-être le droit à une prestation de raccordement. Tous ces privilèges-là, la personne qui cesse son emploi à 54 ans ou à 53 ans, elle ne les a pas. Donc, il y a clairement une iniquité entre ceux qui traversent et ceux qui ne traversent pas. Le régime cible, comme tout le monde finance, qui a le souci d'équité entre les participants, dire écoute, si tu donnes des privilèges là, de retraite anticipée avantageuse ou d'indexation avant la retraite, tu ne vas pas juste le donner à ceux qui traversent. Tu vas aussi le donner à ceux qui terminent leur emploi avant la retraite.
Donc, d'un point de vue équité, c'est encore une démonstration que ces régimes-là, il va y avoir peut-être plus d'équité que dans les régimes à prestations déterminées traditionnels. Il n'y a pas d'obligation de prévoir une prestation minimale. Vous savez, il y a le fameux problème dans les régimes à prestations déterminées qu'il y a toujours la règle du 50 % qu'on appelle, là, qu'un travailleur ne peut pas financer plus que 50 % de la valeur de sa rente. S'il le fait, bien là, à ce moment-là, il faut donner une compensation. Cette compensation-là, elle ne sera pas là dans les régimes à prestations cibles. Il y a des exceptions, là, entre autres, là, si tu as un acquittement, puis on se rend compte que ce qu'on te donne n'est même pas la valeur de tes cotisations que tu as payées. Ce n'est pas 50 % de la valeur, mais ce n'est même pas la valeur de ce que tu as mis. Bien là, évidemment, il va y avoir un ajustement, là, mais autrement, il n'y a pas ce qu'on appelle la règle du 50 %. Donc, ça, c'est le topo de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Maintenant, je vous explique en gros le principe là, de tout ce qui est expliqué ici. En fait, je pense qu'on va y aller avec un exemple, ça va être vraiment plus clair. Moi, mettons que je veux partir d'un régime à prestation cible. J'ai négocié une cotisation de 18 %. Par exemple, l'employeur met 10 %, les travailleurs mettent 8 %. Au total, ça fait 18 %. Bien là, la première affaire, c'est qu'il faut que je réalise qu'est-ce que je me paye avec ce 18-là. Alors, ce qu'on appelle la cible des prestations, c'est quel genre de prestations ça va donner. Une rente payable à, je ne sais pas moi, 60 ans, qui est 2 % du salaire carrière indexé, qui prévoit telle et telle modalité. Bien ça coûte quelque chose. Ce que ça coûte, ça dépend de votre population, ça dépend des hypothèses de l'actuaire. Mettons qu'on décide que ça coûte 16 %. OK? Alors, ce que ça veut dire, c'est que tu as un 18 % qui est financé, mais ton service courant, le coût de chaque nouvelle année coûte 16 %. Donc, tu as assez d'argent là, avec ce qui rentre pour te payer chacune des nouvelles années. Tu as même un 2 % additionnel. OK? Ton régime coûte 16 puis tu as négocié 18. Donc, tu as un 2 %. Ce 2 %-là, tu peux le mettre en marge. Ce n'est jamais interdit de mettre plus de marge que ce qui est prévu. Il faut comprendre qu'à la base, il va y avoir une marge qui est celle du secteur privé. Donc, essentiellement, ça va, je crois, le référer au même genre de marge. Là. Ayons en tête à peu près 15 % de marge. Mais il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas faire plus que ça. Et dans l'exemple que je vous donne, par exemple, un régime pourrait avoir des cotisations de 18 puis un coût de service courant à 16. Le problème arrive évidemment quand que les années s'accumulent, puis là, on compare toujours ce qui a été accumulé avec les prestations qu'on a accumulées, puis l'argent qu'on a accumulé, puis on les compare, on fait des évaluations actuarielles. Puis à un moment donné, vous vous en doutez bien, là, il va y avoir des scénarios où on va regarder les engagements qui ont été accumulés, puis ça va être supérieur à l'actif qu'on a dans la caisse parce que, par exemple, les rendements n'ont pas été au rendez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il va peut-être falloir faire un ajustement. Donc, comment ça marche? C'est qu'on calcule le déficit du régime, on l'amortit sur 5 ans au maximum. Et ça, je vous le dis, là, 5 ans, c'est pas beaucoup. Au début, ça ne sera pas grand-chose, mais avec le temps, là, puis on a l'exemple dans les régimes à cotisation négociée qui sont des régimes matures, là, quand tu amortis un déficit sur 5 ans, ça coûte cher par année. Je vous rappelle que dans le privé, on est plus autour de 10 ans. Là. Donc, l'idée du 5 ans, c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas d'inéquité intergénérationnelle. Ils ne veulent pas des financements qui se répercutent sur ces générations futures. Donc, ils ont mis ça sur 5 ans. Et là, quand tu fais ça, je reviens à mon exemple, là, si, par exemple, la cotisation d'équilibre qu'il faut que je paye, c'est 3 %. Bon, là, mon régime coûte 16, puis il faut que je paye aussi un déficit de 3 %. Moi, j'ai un problème, je reçois juste 10 % du boss puis 8 % des salariés. Il me manque 1 %. J'aurais besoin de 19, 16 plus 3, mais je reçois juste 18. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À ce moment-là, il y a une décision à prendre. Puis la décision, c'est ou tu augmentes les cotisations du boss. Bon, ça, on peut rêver en couleur, mais je pense que ces régimes-là vont faire en sorte que le boss n'augmentera pas ses cotisations. Tu peux augmenter tes cotisations salariales. Ça, c'est toujours une possibilité. Mais il y a aussi la possibilité que tu réduises les prestations. Donc, tu réduis les prestations de tout le monde, OK?
tu ne peux pas réduire plus les retraités en proportion que tu réduis les actifs. Donc, tu peux réduire les retraités, mais tu ne peux pas les réduire plus en proportion que les actifs. Donc, une fois que tu les as réduits, ben là, tu balances, comme on dit. Là, ton coût, c'est 18 et tu as besoin de 18. Okay? Donc ça marche, mais pour ça, là, le 1 là, de réduction que tu as eu, ben, c'est parce que tu as réduit tes engagements en réduisant les rentes. Puis ça, concrètement, ça veut dire que tes retraités reçoivent moins de rentes. Okay? Les actifs, c'est peut-être moins grave parce qu'ils ne sont pas rendus à la retraite, donc c'est encore des années en avant d'eux autres. Le retraité, lui, c'est très concret. Là. Okay? Le 1er janvier d'une année, il reçoit 1 000 $. L'année d'après, il reçoit 950. Donc ça, c'est ce que ces régimes-là permettent. Maintenant, ça, c'est les mauvaises nouvelles. Si les bonnes nouvelles arrivent, okay, on peut utiliser des excédents. C'est sûr que la priorité dans l'utilisation d'excédents, c'est de rétablir ce qu'on a coupé. Donc, dans mon exemple, là, si le retraité recevait 1 000 puis il est descendu à 950, la priorité, c'est d'y redonner le 50 $, okay, avant toute chose. Le problème qu'on a, c'est qu'avant de rétablir dans le projet de loi actuel, ça va peut-être changer, là, il va y avoir des discussions sur ces questions-là, mais il faut que tu ailles encore ton 15 okay? Fait que là, on se fait un exemple, là, à un moment donné, tu as mis 15 %, ça a super mal été, tu es descendu en bas de 100, mettons à 98 %, là. Bon, tu as accepté de réduire tes rentes, OK, puis de payer un peu un déficit avec le 2 que tu avais de lousse, là. Mais là, il faut que tu te rendes jusqu'à 115 avant de rétablir. Alors ça, c'est sûr que, comme on se disait avec Marie-Josée, là, c'est pas demain matin que tu vas avoir ton rétablissement. Fait qu'une fois que ta rente est coupée, tu as toute une côte à remonter avant de finalement de rétablir. Même chose est sûre, c'est que si tu l'as remonté la côte, là, si tu es à 115, ben à ce moment-là, le rétablissement est la priorité. Tu ne peux pas faire d'autres choses avec l'argent. Bon, mais si tu as rétabli, ben là, à ce moment-là, tu peux faire des choses pour les travailleurs. Okay? C'est surplus dans des régimes comme ça appartiennent pas aux employeurs, donc tu peux améliorer le régime, tu peux diminuer la cotisation salariale. C'est très important de noter aussi que le texte va devoir prévoir très clairement qu'est-ce qu'on fait quand on redresse et qu'est-ce qu'on fait quand on bonifie. On utilise des surplus ou on paye des déficits. Il n'y a aucune discrétion qui est laissée au comité de retraite dans un régime comme ça. C'est vraiment là, ceux qui vont faire le régime. Bon, tant qu'à moi, ça devrait être l'organisation syndicale. L'employeur devrait juste se prononcer sur quel argent qu'il met au régime, puis le reste devrait être géré par le syndicat. Mais c'est lui qu'il va falloir qu'il prévoie clairement comment ça marche quand ça va mal, puis comment ça marche quand ça va bien, pour pas qu'il y ait de discrétion laissée au comité de retraite. Bon, fait que ça, c'est, je pense, le cœur de la patente. Maintenant, je descends un peu ma nouvelle. Dans un régime comme ça, tu vas toujours avoir le choix quand tu quittes l'emploi, OK, d'avoir soit une rente qui est payable à ta retraite ou de recevoir une valeur, OK, qui est comme recevoir les billes, là, ta portion, là. Et cette valeur-là, elle est payée au degré de solvabilité du régime. Donc, c'est un peu différent que dans le secteur privé. On en a parlé hier dans ma présentation. Là, actuellement, dans le secteur privé, il y a des régimes qui payent à 100 %. Il y en a qui payent au ratio de solvabilité. Par contre, il y a les régimes PD qui payent à 100 %, limitent souvent à 100 %. Dans un régime cible, ce n'est pas comme ça. Premièrement, il faut toujours que tu payes au degré. Tu n'as pas le choix de payer à 100 % parce que là, les participants sont clairement à risque dans un régime comme ça. C'est assez évident. Et surtout, si ça va à 110, là, je ne sais pas c'est qui parlait de ça hier, mais tu ne pourrais pas avoir une disposition qui dit, écoute, je te paye quand c'est en bas de 100, je te paye au ratio, mais quand c'est en haut de 100, là, je te paye juste à 100. Tu ne peux pas avoir une disposition comme ça. Tu dois toujours payer le ratio. Donc, si le ratio est à 110, tu donnes 110 au travailleur qui part. Si le ratio est à 90, tu donnes 90 au travailleur qui part. Il y a une question un peu technique qu'on se pose. Je vais vous avouer, je ne pense pas que tout le monde se pose cette question-là. Là, c'est plus de nature actuarielle. Puis, on en parle dans notre nouvelle. C'est que
les normes de valeur de transfert pour les régimes cibles, l'Institut canadien des actuaires a modifié la façon dont on devrait calculer les valeurs pour ce type de régime-là. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que le gouvernement, dans son règlement, va prévoir qu'on doit respecter les normes de l'Institut canadien des actuaires qui sont supposées entrer en décembre 2020, ou il va dire non, 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 ces normes-là, moi, je ne suis pas d'accord, fait que j'utilise évidemment mon pouvoir gouvernemental pour dire que ce n'est pas ça que vous allez suivre, puis vous allez suivre d'autres choses. Bon, à date, on n'a aucune idée là, de où le gouvernement s'en va à ce niveau-là. Maintenant, je suis en bas de ma nouvelle, processus de terminaison. Bon, ça, c'est quand même un processus qui est relativement simplifié. Donc, évidemment, ces régimes-là vont pouvoir se terminer. Comme tous les autres régimes, il va aussi avoir des retraits d'employeurs possibles. Donc, imaginez un gros régime multi-employeur, puis un des employeurs se termine, donc le régime ne se termine pas, mais un des employeurs, lui, pourrait s'en aller. La première chose, c'est qu'on va permettre ce qu'on appelle les orphelins. Donc, les orphelins, c'est quoi? C'est que quand l'employeur n'est plus là, est-ce que les participants du régime, les actifs, mais c'est surtout les inactifs, les retraités, est-ce qu'ils vont pouvoir rester là? La réponse est oui. Un régime pourrait le permettre. Il n'est pas obligé de les garder, les orphelins, mais il pourrait le permettre. Et une des logiques qu'on a là-dedans, c'est que dans certains types de régimes, là, je pense par exemple au RRFS, là, quand on est inactif, souvent on prend moins de risques que les actifs. On le prend dans une certaine mesure là, parce qu'on peut renoncer à l'indexation, mais peut-être moins que les actifs. Donc, on est un peu, je vais dire, très entre guillemets, là, au crochet des actifs. Dans un régime cible, les retraités aussi prennent le risque. Ils peuvent avoir des rentes réduites. Donc, même si les orphelins restent là, ils vont prendre le risque comme tout le monde. Fait que disons, ça ne met pas un fardeau additionnel sur les participants actifs. C'est peut-être pour ça qu'on a été plus flexible pour permettre les orphelins. Il y a on simplifie aussi pour les retraités. Les retraités, là, dans tous les régimes que je connais, moi, RRFS, PD, tout ça, quand il y a une terminaison, on achète la rente, une rente. C'est ça la disposition pour un retraité. Le retraité reçoit une rente, là. Ça veut dire qu'il va continuer à recevoir une rente non plus du régime, parce qu'il n'y a plus de régime, mais d'un assureur. Là, ça ne sera pas exactement comme ça. On va dire aux retraités, écoute, toi, ta quote-part du fonds, c'est ça. C'est, mettons, 200 000 $. Ou bien on te le donne, puis tu vas gérer ça toi-même, bon, parce que moi, je ne vois pas nécessairement d'un bon œil. Ou bien tu vas aller acheter une rente avec ton 200 000, puis on verra bien ce que ça va donner. OK? Alors, ce n'est pas tout à fait la même affaire, là. Il y a une valeur de droit qui est déterminée pour le retraité, et puis lui, il a le choix entre acheter une rente ou avoir sa valeur. Le participant actif, lui, c'est toujours la valeur. Okay? Lui, il n'y a pas d'achat de rente. Le régime ne facilite pas l'achat de rente. Bon, c'est sûr qu'il peut prendre son argent à côté et aller s'en acheter une rente tout seul, là, mais le régime n'encadre pas l'achat de rente pour les actifs à la terminaison. Fait que ça, c'était pour la terminaison. OK, on arrive maintenant puis Marc est là, ça va être le fun. On arrive maintenant à la bombe, tant qu'à moi, du projet de loi. Bon, c'est que les régimes cibles, en tout cas, moi, j'attendais beaucoup ça au niveau du secteur privé, là où il y a des cotisations déterminées, des REER. Bon, puis quand on a participé à ces travaux-là avec Marie-Josée, on était, les gens qui étaient là étaient plus dans un mode secteur privé. Là. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ça va être aussi permis de mettre des régimes à prestations cibles dans le secteur municipal et universitaire. Il y a des conditions. Là. Il faut que ces régimes-là aient été restructurés dans le cadre de la loi 15 ou de la loi 13 dans le secteur universitaire. Mais bon, il y a beaucoup de régimes qui ont été restructurés. Là, fait que ça ouvre la porte à pas mal de cas. Bon, je vous rappelle là, un peu le gros problème dans une disposition comme ça, c'est que actuellement, avant, on avait un risque entièrement pris par l'employeur. D'ailleurs, il est toujours pris pour le volet passé. Pour le volet futur, on a séparé le risque à 50-50. Et puis là, on permettrait là, un nouveau volet futur là, où le risque serait pris à 100 % par les employés. Donc, moi, je trouve que c'est énorme là, de
permettre ça. Bon, ce qu'on comprend de l'historique de cette affaire-là, c'est que dans le cadre de la loi 15, il y a certains régimes qui, pour se soustraire à différents articles de la loi 15, avaient pris un chemin qui voulait mettre en place des régimes de retraite par financement salarial. Il y a certaines villes qui ont voulu faire ça. En fait, donc, l'idée, c'était de dire, ben, comme on est un régime à financement salarial, on ne sera pas soumis aux exigences de la loi 15. Par exemple, on va pouvoir garder un financement qui n'est pas à 50-50. Par exemple, on va pouvoir avoir un coût qui est supérieur à 18 %. C'était ça qui était l'idée. Bon, il y a eu un paquet de débats là, parce que les villes, semble-t-il, ne pouvaient pas nécessairement faire de régime de retraite par financement salarial. Donc, il y a eu un petit débat juridique autour de cette question-là. Mais là, dans le projet de loi actuel, ils ont comme fait une pierre deux coups. Ils ont comme dit, ben, écoute, on va le permettre là, de faire des régimes de retraite à financement salarial avec les villes. Par contre, si on le permet pour les RRFS, by the way, on va le permettre aussi pour les régimes de retraite à prestations cibles. Parce que le RRFS, c'est un régime où les participants prennent le risque à 100 %. Donc, s'ils donnaient au RRFS, ils se sont comme senti le besoin de le donner pour les régimes à prestations cibles. Puis moi, je trouve ça un peu exagéré, là, que quelques régimes qui ont voulu faire ça dans le secteur municipal, c'est une infime minorité. Là. À cause de ça, là, on se ramasse à ouvrir une porte énorme. Okay, que les employeurs aux tables de négociation pour les services futurs vont amener des régimes cibles. Moi, j'aimais pas mal mieux quand l'option n'était même pas possible. Là, okay? Là on est vraiment pogné avec cette patate chaude-là. Bon, il y a des conditions, là, mais je veux dire, c'est 55 % la cotisation que l'employeur doit mettre là, au maximum. Fait que ils disent, regarde, tu vas avoir un petit avantage, là, tu ne seras plus obligé d'être à 50-50, tu peux être à 55-45 ou tu as un avantage, là, mais tant qu'à moi, 55-45 ou 50-50, ça se ressemble pas mal. Là. Puis là, par contre, on passe à un régime de retraite à prestation cible ou à financement salarial où les employeurs ou les travailleurs de M. Coup sont responsables à 100 %. Moi, je trouve que c'est quand même énorme. Puis ça va être le fun peut-être d'entendre Marc tantôt là-dessus. Également, au niveau des régimes à prestations cibles déjà en vigueur, ben là, je vous en ai parlé tantôt. Là, je ne sais pas s'il y en a dans le perfectionnement résolu puis Whitebridge principalement. On parle du 31 décembre 2023 comme date où tu dois être arrimé au plus tard. Bon, ils ont prévu certaines clauses grand-père, OK? Par exemple, bon, dans ces régimes-là, il y a du salaire final, OK? Je pense, entre autres, là, il y a certains régimes, c'est ça, qui permettent toujours une moyenne salariale des 5 meilleurs salaires. Il faut comprendre que ces régimes-là, des pâtes et papiers, quand ils ont été faits, c'était un peu le gun sur la tempe, là, puis ils ont fait ça d'une façon, puis la façon, souvent, c'est bien logique, c'est de dire, bien, on va essayer de ressembler le plus aux prestations déterminées qu'on avait. Tu sais, le risque n'est plus pris de la même façon, mais on va essayer de s'arriver le plus possible avec ce qu'on avait dans le PD. Puis dans le PD, c'était des moyennes salariales 5 ans, donc ils ont mis ça dans la prestation cible. Là, ça cause un problème parce que je vous en ai parlé tantôt, les nouvelles règles de prestation cible interdisent, par exemple, les salaires moyens 5 ans, mais ils vont permettre exceptionnellement de donner une clause grand-père à ces régimes-là. Mais là, il faut voir, là, ça se peut que c'est toujours possible, j'imagine, de négocier des changements. Bon, là, puis même chose pour l'indexation. Qui vont permettre, il y a tout un processus de consultation qui est prévu parce que quand tu fais des modifications pour te rendre conforme à la nouvelle législation, bien là, il y a toute une règle qu'il ne faut pas que plus de 30 % du monde refuse. Donc, on va voir ça va être quoi les résultats. Je n'ai aucune idée comment ces régimes-là vont s'y prendre. Puis je ne suis pas sur ces dossiers-là. Je n'ai aucune idée non plus. Puis peut-être Joël, ça va être intéressant d'entendre. Si on voit qu'on a toute une côte à remonter pour s'arrimer au 31 décembre 2023 avec ces nouvelles règles-là, là, je ne sais pas à quel point finalement ça va être difficile de réussir au 31 décembre 2023 là, à être parfaitement concordant avec les nouvelles règles. Bon, puis Whitebridge, il y a une exception. Je vous disais tantôt qu'impossible d'avoir dans un PD un volet à régime à prestation cible à l'intérieur d'un même régime parce que c'est le bordel pour la gouvernance. Ils ont fait une exception pour le papier Whitebridge qui est déjà un régime avec 2 volets là, actuellement. Fait qu'ils vont permettre à ce régime-là de le garder. Les cotisations négociées, je ne passerai pas beaucoup de temps parce que c'est un peu le même principe. Hein? C'est qu'on va mettre des clauses grand-père
pour les régimes qui passeraient de cotisation négociée à régime à prestation cible. On va mettre une clause grand-père. Ils vont pouvoir garder leur indexation, leur moyenne salariale 5 ans ou 3 ans s'ils en ont. Puis ces régimes-là, souvent, là, il y avait des très bons critères en retraite anticipée là, qui dépendent, par exemple, il y avait des règles 80 points. J'ai quelques régimes en tête là, qui ont, quand tu as âge plus service fait 80 points, tu as une retraite anticipée intéressante. Tu vas pouvoir garder ça. Okay? Même si les nouvelles règles cibles ne le permettent pas, toi, tu vas pouvoir parce que tu as ta clause grand-père. Puis encore une fois, pour ces régimes-là, il va y avoir un processus de consultation où il n'y a pas plus de 30 % qui peuvent s'opposer. Il y a des autres modifications qui sont pas liées directement aux prestations cibles, là, mais c'est un peu dans la même veine. D'abord, on a parlé beaucoup là, depuis le début du perfectionnement. Il y a actuellement, Retraite Québec peut prendre en charge les rentes des retraités où les entreprises ont fait faillite dans un régime à prestation déterminée traditionnelle. Donc, quand tu n'es pas un prestation déterminée traditionnelle, la prémisse, c'est qu'il n'y avait pas une dette d'employeur, il n'y avait pas une garantie. Donc, Retraite Québec ne peut pas te prendre. Là, on parle vraiment des cas de PD en faillite où il y avait une dette de l'employeur et la dette n'a pas été payée. Donc, il y a une faillite. Retraite Québec, finalement, continue pendant 10 ans au plus là, à gérer l'argent des retraités, chercher, comme disait Marie-Josée, un moment pour acheter la rente à un moment opportun, puis peut-être faire un peu plus de rendement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ils achètent la rente. C'est comme ça que c'est prévu. Ils peuvent l'acheter avant 10 ans, mais au plus tard, après 10 ans, il faut qu'ils aient acheté une rente. Là, on va permettre de pas nécessairement acheter une rente. Okay? On va dire dès le début, est-ce que tu veux ton argent, puis essayer par toi-même de faire mieux. Okay? Et même après les 10 ans, on va reposer la question de dire, écoute, où on t'achète une rente, où on te donne l'argent, puis regarde, si toi, tu penses que tu peux faire mieux que via un achat de rente, ben vas-y. Okay? Cette option-là, elle va être possible dans les PD en faillite toujours. Donc, ça, je ne sais pas, moi, je ne vois pas nécessairement ça d'un bon œil. C'est quand même très dangereux d'avoir son argent comme ça à la retraite. Mais bon, c'est une possibilité qui va être permise. Également, quelque chose d'intéressant qui est lié à nos discussions d'hier, quand on a parlé des degrés de solvabilité mensuels, il y avait eu les réactions de différents participants. Bien là, dans le fond, j'ai peut-être un peu vendu la mèche hier, là, mais tous les régimes, même dans le secteur privé, vont pouvoir avoir un régime, un degré de solvabilité qui est calculé selon, par exemple, une périodicité inférieure à un exercice financier, donc par exemple par mois. Okay? Donc, les participants des régimes qui ont beaucoup de volume, qui veulent toujours être précis, là, pas juste dans le contexte de la COVID, là, même en 2021, 2022, 2023, ça va être possible. Donc, moi, j'accueille ça quand même assez favorablement. C'est toujours le fun d'acquitter les gens avec une certaine précision, là, surtout quand les risques sont partagés ou dans le cas d'un régime cible là, qui sont entièrement à la charge des participants. Même si à un moment donné, il faut regarder le volume parce que les petits régimes, là, ça ne vaut peut-être pas la peine. Là, les frais actuariels pourraient être supérieurs à l'argent qui est en jeu. Maintenant, j'en ai parlé pas mal de la modification RRQ là, pour les enfants qui se sont occupés d'un enfant de moins de 18 ans, puis qui recevaient un supplément pour enfants handicapés. Ils vont avoir des privilèges dans le calcul de leur rente. Puis également les cotisations déterminées, puis les RVER là, qui vont avoir accès à des prestations variables, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mutualiser le risque de mortalité et de rendement. Fait que ça faisait le tour. Merci beaucoup, Marc-Antoine, pour vraiment, c'est un gros projet de loi quand même qui touche à beaucoup de lois. Tu nous as résumé ça quand même assez rapidement. Peut-être pour la petite histoire, j'aimerais quand même vous dire où on en est à la FTQ par rapport à ça. Quand il y a eu le rapport d'amour, quand il y a eu la crise, il y a eu le rapport d'amour, tu sais, le Québec, sur les régimes à prestations cibles, n'a pas été la première province à bouger. Les premières provinces à bouger, je pense que c'était le Nouveau-Brunswick où ils ont remis en question le service passé. Ils ont procédé particulièrement dans le secteur public à des conversions de régimes. Puis il y a l'Alberta qui, eux, ont permis la mise en place de régimes à prestations cibles pour le futur.
Nous, à la FTQ, quand on a vu ça aller très rapidement, on s'est positionné contre ces régimes-là parce qu'on considérait que ce soit le modèle du Nouveau-Brunswick ou le modèle de l'Alberta, ça allait porter préjudice à nos régimes à prestations déterminées. On en a quand même beaucoup à la FTQ encore, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le Québec a mis un temps, mais ils ont fini par mettre en place un comité d'experts pour réfléchir à la question des régimes à prestations cibles. La FTQ, on a eu le choix de ne pas y aller à cette table-là ou d'y aller puis d'essayer d'influencer le mode de financement de ces régimes-là pour qu'ils soient le plus sécuritaires possible. Donc, nous, la FTQ, c'était moi, c'était Sylvain Martin, c'était Marc-Antoine quand c'est arrivé la période où c'était plus technique, là. On s'est présenté à cette table d'experts-là et d'office, on a dit qu'on était opposé à la mise en place de régimes à prestations cibles. On a des résolutions de congrès à ce sujet-là. D'ailleurs, on a eu une résolution d'urgence au dernier congrès sur la question aussi. On était très à l'aise de défendre cette position-là. C'est vraiment une position qui est partagée par les syndicats affiliés. Donc, on est opposé à l'arrivée de ce nouveau type de régime-là. Dans ce projet de loi-là, il y a des éléments qui sont quand même positifs. On va les regarder, puis évidemment, on va se présenter en commission parlementaire pour présenter notre point de vue sur cette question-là. Il y aura une commission parlementaire. On n'a pas encore les dates, mais en tout cas, peut-être qu'ils sont sortis aujourd'hui, mais moi, je ne les ai pas vues encore. La semaine prochaine, moi, je vais avoir une rencontre avec Retraite Québec. Il y a une table des partenaires qui a été mise en place pour assurer une vigie au niveau de l'avancement des travaux de Retraite Québec sur un paquet de sujets. Moi, je représente la FTQ. Ils ont l'intention de nous présenter le projet de loi. Donc, un peu, Marc-Antoine, comme tu le fais aujourd'hui, Retraite Québec va le faire avec ses partenaires, donc Conseil du patronat, etc. là. Mais je veux quand même vous dire que la position de la FTQ est une position de congrès, position même de déclaration politique. Là, on est opposé à l'arrivée de ces types-là. On considère que l'alternative existe. L'alternative qui protège la rente des retraités, c'est le régime de retraite par financement salarial. Il n'y avait pas lieu de réinventer la roue. Donc, c'est un peu là où on en est par rapport à ce projet de loi-là. Évidemment, on va supporter les éléments du projet de loi qui sont positifs puis qui rajoutent des droits. Par exemple, le volet sur les enfants handicapés, c'est sûr qu'on ne s'opposera pas à ça, là, mais pour le volet des régimes à prestations cibles, on va être opposé à ces régimes-là et évidemment, on va prendre soin quand même. Il y a des bonnes chances que ce soit adopté. La CSN est en faveur de ces régimes-là, on le sait. Et le Conseil du patronat, la CSN et les associations patronales là, sont en faveur du projet de loi. Donc, probablement que ça va passer. Et donc, en sachant que ça risque de passer, mais on va évidemment commenter les éléments qui nous semblent les plus problématiques puis qui portent le plus atteinte aux droits des participants. Et soyez certains que tout l'aspect du projet de loi qui touche les régimes des municipalités et tout ce qui touche les régimes de retraite à prestations cibles qui sont déjà en place et qui vont devoir se conformer à la nouvelle législation, bien, la FTQ, ça va faire partie de nos représentations.